quatrième de couverture du séminaire 19 de Jacques Lacan, ou pire, Jacques-Alain Miller note la radicalité de l'individualisme contemporain. Il orthographie individualisme, UN-dividualisme. Cette écriture fait valoir la fonction du « un ». L'individu se revendique dans le « un » que l'on peut mettre du côté de l'auto, autodéterminé, auto-engendré, auto-centré, autonomie, soit celui qui s'auto-nomme. Cela veut-il dire que la revendication de l'individu à son individualité est sans petit autre ou sans grand autre? Alors, pour répondre à cette question, en tout cas pour y réfléchir, d'abord je voudrais revenir sur cette écriture que propose Jacques-Alain Miller dans cette quatrième de couverture du séminaire 19 de l'individualisme qui fait voir, qui fait lire le un dans l'individualisme et qui, je pense, renvoie aussi à l'expérience de l'analyse. Et donc, cette question, en fait, elle m'a conduit à m'en poser une autre, qui serait la suivante. En quel sens l'expérience de l'analyse subvertit l'individualisme? Qu'est-ce qui fait, au fond, que quand on commence une analyse, eh bien, on est confronté à quelque chose qui ne nous permet plus de nous prendre pour un individu. Pourquoi? Pourquoi, au fond, est-ce que cette expérience subvertit l'individualisme? D'abord parce que quand on commence à parler en analyse, finalement, on découvre à quel point nos paroles nous viennent de l'autre, à quel point finalement nous ne disons pas, comme le dit Lacan, nous ne disons pas ce que nous voulons, c'est ce qu'il dit dans le séminaire 23, nous ne disons pas ce que nous voulons, nous croyons que nous disons ce que nous voulons, mais nous ne disons pas ce que nous voulons, nous disons ce qu'ont voulu les autres. Alors, ce n'est pas une pétition de principe, c'est que c'est ce qu'on découvre dans l'expérience. Donc, lorsqu'on se confronte à ça, eh bien, en effet, on aperçoit à quel point on a été marqué par les paroles de l'autre. Donc déjà, ça subvertit totalement, disons, ce rapport que l'on peut avoir à soi-même dans une perspective individualiste. On découvre qu'il y a quelque chose du discours de l'autre qui est en nous. Et en lisant cette question, j'ai pensé aussi à cette réponse que Lacan fait en 1974 pour le magazine Panorama, un journaliste italien, Emilio Granzotto, qui lui pose une question très simple. Il lui dit « Qu'est-ce qui pousse les gens à se faire analyser ?» Et Lacan répond, mais de façon surprenante, il répond « C'est la peur ». Et c'est même la peur de la peur. Et au fond, quand on commence une analyse, c'est justement parce qu'on ne se sent pas auto-centré dans son individualité. Au contraire, quand on commence une analyse, c'est qu'on s'est fait peur à soi-même, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a quelque chose dans notre existence qui vient à nous faire peur, qu'on ne peut plus déchiffrer soi-même, et au fond, on s'aperçoit qu'on a besoin d'un autre, qu'on ne peut pas simplement s'en tenir à l'individu que l'on croit être. Et donc, ce premier un, cette première illusion de faire un, eh bien, je dirais qu'elle vole déjà en éclats quand on commence une analyse, c'est-à-dire qu'on s'arrache à ce registre de l'assertion de soi, mais par lequel chacun peut commencer, ce registre du rapport à soi sous l'égide d'une certaine immédiateté. Et donc, voilà, je dirais que déjà, la subversion de l'individualisme dans l'analyse, elle a lieu dès le début, à travers cette expérience de parole qui nous confronte, pour le dire très simplement et avec Rimbaud, au fait que je est un autre. Et puis, évidemment, l'écriture que propose Jacques-Alain Miller, le individualisme,
enfin en 2 mots finalement, m'a évoqué aussi la question de l'indicible. L'indicible qu'on pourrait écrire aussi en 2 mots. Donc la façon dont, dans un deuxième temps de l'analyse, eh bien, oui, l'individualisme a été subverti, mais on se confronte à une autre version de l'individualisme qui serait celle, selon l'écriture donc de la 4e de couverture du séminaire 19. C'est-à-dire qu'on se confronte à un point où l'interprétation de l'autre ne peut plus venir déchiffrer le reste du symptôme, la souffrance qui reste. Donc il y a quelque chose là que l'on rencontre et qui est sans autre, mais qui renvoie chacun à son corps, qui renvoie chacun à l'effet des signifiants dans le corps. Et là, au fond, on a affaire à une autre appréhension de l'individualisme, mais de l'individualisme, non pas en tant que nous serions enfin un, mais en tant qu'il y a quelque chose du trauma qui reste à l'état de trace, ne se laissant plus déchiffrer par l'autre, mais qu'il nous appartient quand même de tenter de dire. Voilà. Donc, voilà, peut-être que la fin de l'analyse, elle subvertit aussi l'individualisme au sens où il s'agit à la fois d'inventer une langue qui renvoie au plus intime de ce qui nous a marqué et en même temps, du fait même d'en passer par la langue, eh bien, on peut faire résonner quelque chose aussi auprès de l'autre. Voilà. La revendication de l'individu au respect de son individualité ne semble plus s'argumenter sur un débat avec soi-même, mais sur l'affirmation d'un éprouvé comme vérité devant s'imposer à l'autre. Ce que Jacques-Alain Miller a épinglé d'un « je suis ce que je dis » et dont l'école de la cause freudienne a fait ses journées en novembre 2022. Le débat avec soi-même implique une division du sujet, la possibilité de l'inconscient. L'individu, lui, s'y oppose dans son étymologie même, ce qui ne peut être divisé. Cela a des conséquences sur le lien social. Pourriez-vous nous en dire quelque chose ? Oui, c'est une question qui est très profonde sur finalement comment s'articule d'un côté la division du sujet, selon l'expression lacanienne, dont on fait aussi l'expérience en analyse, et le lien social. Hein, ça ne va pas de soi que ça s'articule ensemble, et pourtant c'est ce que cette question laisse entendre. Alors, d'abord, je voudrais revenir sur les conditions de possibilité de ce débat avec soi-même. Ce débat avec soi-même, il ne va pas de soi. Ce débat avec soi-même, il suppose aussi de consentir à cette division en soi-même, de consentir à quelque chose qui fait justement que nous ne nous éprouvons pas un, que nous ne nous comprenons pas, en somme. Et donc, j'ai pensé à la façon dont Lacan redéfinit la découverte de l'inconscient au fur et à mesure de ses séminaires et à la façon dont il en vient à une définition de plus en plus simple, de plus en plus élémentaire. Comment est-ce qu'il définit la découverte de Freud dans le séminaire 16, d'un autre à l'autre? C'est très simple. Il dit « La découverte de Freud, c'est ce qui fait que je ne peux plus dire « je sais ce que je pense ». Je ne peux plus dire « je sais ce que je pense » et je ne peux plus dire « je sais ce que je dis ». Alors bien sûr, en analyse, c'est-à-dire que finalement, je ne peux plus le dire dès lors que je consens à l'expérience de l'inconscient en analyse. Mais ce que nous indique en même temps Lacan, c'est que le « je sais ce que je pense » est toujours là
pour faire écran au je ne sais pas. Donc, on ne peut pas s'offusquer que ce je sais, ce que je pense soit là d'abord, puisque structurellement, il est là pour faire écran au je ne sais pas. Et donc, comment finalement peut-on franchir cet obstacle du je sais? Est-ce qu'on ne commence pas chacun par croire que l'on sait ce que l'on pense et que l'on sait ce que l'on dit, hein? Et finalement, il faut l'expérience de l'analyse et il faut aussi la désirer, cette expérience, pour faire l'expérience de l'inconscient, c'est-à-dire du je ne sais pas ce que je pense. Et donc, je trouve que c'est une façon déjà très concrète de définir le débat avec soi-même, que de dire que ce débat avec soi-même a pour condition déjà un consentement, qui est un consentement à ne pas savoir, qui est le consentement au... finalement, il ne savait pas, c'est-à-dire ce qui peut surgir à la fin d'une séance, c'est « Ah, je n'avais jamais vu ça comme ça, je n'y avais jamais pensé, je ne le savais pas ». Mais ça surgit toujours comme une surprise, c'est pas là au départ, hein. Et c'est ce que Freud a retenu de Sophocle et de la tragédie sophocléenne d'Œdipe, c'est le « il ne savait pas », et c'est ce que Lacan a repris du rêve du père mort dans l'interprétation des rêves. C'est le « il ne savait pas » qui devient l'axiome de l'inconscient. Mais ce « je ne savais pas »,« il ne savait pas », eh bien, suppose de consentir en effet à cette division, à cette énigme, hein, cette grande question, comme disait saint Augustin, que l'on peut devenir pour soi-même lorsqu'on est confronté à une souffrance. Alors maintenant, quelle articulation avec le lien social? En quoi est-ce que ce débat avec soi-même, cette expérience d'une conflictualité psychique, cette rencontre avec nos propres paradoxes, avec nos contradictions, en quoi cette expérience intime de l'analyse peut-elle infléchir de quelque manière le lien social? Ben, c'est la bonne nouvelle, c'est que ça a un effet sur le lien social. C'est-à-dire que l'analyse, l'expérience de l'analyse n'est pas seulement une expérience intime, c'est une expérience intime, mais qui a un effet sur le lien social. C'est aussi en ce sens que ce n'est pas une expérience individualiste, parce que c'est déjà une expérience qui va transformer quelque chose de mon rapport à l'autre, du fait même de faire confiance à un autre pour interpréter ce que je dis, ce que je ne sais pas de ce que je dis. Et au fond, ce que l'analyse nous apprend sur le lien social, c'est que le lien social n'est pas quelque chose de formaté, c'est pas quelque chose, disons, qui répond simplement aux exigences des normes sociales. Le lien social renvoie à quelque chose de très intime en chacun. Cela est déterminé par notre rapport à l'autre. Et notre rapport à l'autre, eh bien, il n'est pas anonyme, il résulte finalement de ce qui a fait trauma dans notre histoire. Il résulte des bonnes et des mauvaises rencontres, comme dit Lacan, qu'on a pu faire avec l'autre. Et donc, ce que je trouve très, très réjouissant tout de même dans ce que Lacan nous apprend sur le lien social, c'est de s'apercevoir que de faire l'expérience de l'analyse nous conduit à transformer notre rapport à l'autre et du même coup à réinventer une certaine modalité de lien social. Je pense que ce qui est transformé par l'analyse, finalement, conduit à une réinvention du lien social qui va faire une place au désir, c'est-à-dire qui fera que pour le sujet,
le lien à l'autre, le lien de sociabilité, déjà pour reprendre le terme classique, le terme de la philosophie des Lumières, eh bien, ce lien à l'autre va pouvoir se dessiner depuis la dimension du désir et non pas seulement depuis la dimension du surmoi, depuis la dimension de la contrainte et depuis la dimension, au fond, du sacrifice de son désir. Lacan voyait dans la montée du un et la chute du père le surgissement de l'individu, comme non pas du côté du singulier, mais du particulier. Le particulier s'oriente plutôt, selon notre expression, d'un mode de jouir. On se rassemble par mode de jouir commun, on fait communauté. Pouvez-vous éclaircir ce point, surtout pour les auditeurs qui ne sont pas lacaniens, et nous permettre de saisir les conséquences de cela, notamment dans ce que Lacan nommait les procès de ségrégation et la montée du racisme qu'il anticipait dès 1972. Oui, alors revenons sur ce terme de ségrégation. Moi, il y a le passage qui m'a le plus frappé chez Lacan concernant cette question, c'est ce qu'il dit dans sa note sur le père, donc avant, en 1968. C'est un passage qui est bien connu, que je vais quand même rappeler parce que je trouve qu'il est dit en des termes qui sont très métaphoriques et très beaux. Où donc Lacan nous dit que, je reformule, ce qui reste de ce qu'il appelle alors l'évaporation du père est quelque chose de l'ordre d'une cicatrice, d'un stigmate qui prend la forme donc de la ségrégation. Donc il y a trois termes. Il y a l'évaporation du père, il y a la ségrégation, certes, mais entre les deux, il y a la question de la cicatrice. Je trouve que c'est une très belle métaphore parce que Lacan nous invite à voir qu'il y a quelque chose qui s'ouvre aussi avec l'évaporation du père, avec un changement de régime, de rapport à la parole et à la jouissance dans la civilisation. Il y a quelque chose qui s'ouvre dès lors que ce n'est plus le nom du père qui unit, comme il le dit aussi dans le séminaire 19, au nom aussi d'un universel. Il y a quelque chose qui s'ouvre et donc il y a une blessure. Quelque chose qui s'ouvre et donc il y a une souffrance aussi. Et donc au fond, quand il y a une blessure, on ne laisse pas la plaie ouverte. Quand il y a une blessure, oui, il faut suturer la blessure et puis il faut que ça cicatrise pour pouvoir retrouver un autre rapport à cet événement. Et donc, Lacan nous dit, eh bien finalement, la ségrégation, la séparation des communautés, c'est quelque chose de l'ordre d'une cicatrisation. C'est une façon de faire autre que celle, finalement, qui permettait d'organiser, de limiter la jouissance sous l'effet du rapport à l'interdit et du rapport au nom du père. Et donc, on pourrait dire qu'aujourd'hui, cet effet-là, cette modalité de cicatrisation de cette blessure, eh bien, en effet, on la constate partout. On la constate, on pourrait dire, dans tous les milieux. Elle nous conduit à nous interroger aussi sur les transformations du lien social. On retrouve la question du lien social. Et donc, finalement, comment est-ce qu'on pourrait interpréter ça du point de vue psychanalytique ?
je me suis dit que finalement, si l'interdit ne permettait plus de réguler la jouissance, effectivement, on se retrouve confronté à une autre souffrance dans le rapport à la jouissance, à quelque chose que Lacan appelait aussi le plus de jouir, hein, c'est-à-dire, il en parle à propos du symptôme, toujours dans le séminaire 16, il dit finalement le symptôme, c'est la façon dont chacun souffre dans son rapport à la jouissance. Bon. Eh bien, nous souffrons dans notre rapport à la jouissance et une des réponses peut être de se rapprocher de ceux dont nous pensons qu'ils souffrent de la même façon dans leur rapport à la jouissance. Et effectivement, ceux qui semblent ne pas entendre la façon dont nous souffrons dans notre rapport à la jouissance, eh bien, on s'en sépare. Hein. Voilà, c'est une réponse, c'est une tentative de faire avec cette souffrance dans le rapport à la jouissance et de l'inscrire dans du commun. Alors, il est vrai que la psychanalyse conduit à faire autrement, mais on pourrait dire qu'il s'agit aussi de faire avec une blessure qui s'est ouverte à un moment, et il s'agit aussi de trouver une réponse qui va permettre de cicatriser. Mais ce qui se produit avec l'analyse, c'est que, disons qu'on perd cette illusion qui consisterait à croire que l'autre souffre de la même façon dans son rapport à la jouissance. C'est-à-dire qu'on est confronté aussi à cette solitude, qui a à voir aussi avec le 1 et l'écriture donc de l'individualisme en 2 mots. On est confronté à cette solitude qui fait que, eh bien, la solution, elle n'est pas déjà là. La solution, il va falloir qu'on l'invente. Et on l'invente depuis l'expérience de l'analyse, depuis la langue que l'on parle, et on l'invente en trouvant comment dire quelque chose de cette souffrance dans le rapport à la jouissance, et comment, du coup, faire entrer dans la langue quelque chose de cette souffrance. Alors, on pourrait dire que l'analyse, elle conduit finalement plutôt qu'à se ségréguer les uns les autres, elle conduit à se séparer en soi-même de quelque chose, au fond, qui nous gâche la vie depuis le début. Et il y a quelque chose qui est là, qui nous gâche la vie, et qu'on peut mettre dans un premier temps au compte de l'autre, mais qu'on peut aussi apercevoir, grâce à l'analyse, comme étant quelque chose qui est en nous-mêmes et qui a été peut-être notre façon de répondre à ce qui s'est ouvert à un moment pour nous. Et ce qui est assez inouï tout de même dans l'expérience de l'analyse, c'est que du fait de pouvoir se séparer de quelque chose qui venait là empiéter sur notre sentiment de la vie, du fait de pouvoir nous en séparer, eh bien nous pouvons aussi faire avec autrement, avec l'autre. Enfin, nous pouvons faire avec la jouissance de l'autre ou la souffrance de l'autre dans son rapport à la jouissance, bien que nous n'y reconnaissions rien de la nôtre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait que on peut assumer le lien social, le rapport à l'autre, sans le vivre comme une injonction à sacrifier sa propre différence, mais sur fond aussi d'un consentement à s'être soi-même séparé de ce qui venait obscurcir, au fond, un certain rapport au vivant.